Bonjour. Quand une personne prend la parole ou écrit sur un sujet, cette personne-là a un point de vue face au sujet qu'elle traite, puis face à ce qu'elle dit. Les gens ne sont pas des purs esprits qui flottent dans les airs. Ils ont un vécu, des expériences, ils ont appris des choses, ils ont développé leur goût, leurs préférences, leurs convictions aussi. Donc, quand les gens prennent la parole ou prennent la plume, ils ont une idée derrière la tête, ils ont une intention, et puis ils ont une attitude, une façon de l'exprimer. Tout ça peut se percevoir, les goûts, les attitudes, tout ça, dans le comportement, dans le non-verbal, mais on peut aussi le voir assez clairement dans la façon qu'on a de formuler nos phrases. Parmi les nombreux moyens qu'on a de laisser paraître notre point de vue, notre attitude face à ce qu'on a à dire, il y a l'utilisation de vocabulaire connotatif, par exemple. J'ai sorti toute la paperasse pour les impôts. Le fait d'avoir choisi le mot paperasse, ça nous laisse entendre que les papiers d'impôts ont quelque chose d'un peu déplaisant pour cette personne-là. On peut aussi, à part l'utilisation de vocabulaire connotatif, manifester un certain respect vis-à-vis de notre interlocuteur ou bien face à la situation en vous voyant plutôt que de tutoyer. Je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Dans le même ordre d'idées, quand on conjugue un verbe, c'est-à-dire qu'on l'active le verbe, naturellement, on lui assigne un mode de conjugaison, un temps de conjugaison, et puis le sujet, lui, détermine la personne de conjugaison. Conjuguer, c'est le même préfixe C-O-N que connoter, ça signifie C-O-N ensemble, mettre ensemble, avec. Donc, conjuguer, c'est mettre ensemble le mode, le temps, et puis la personne de conjugaison, c'est-à-dire celle du sujet. Aujourd'hui, c'est surtout sur le mode qu'on va se pencher. Le mode de la conjugaison, ça fait donc partie des nombreux moyens qu'on peut utiliser pour exprimer l'attitude qu'on a face à nos propres propos. En fait, on n'a pas tellement le choix, parce que dès qu'on décide de conjuguer un verbe, il faut sélectionner un mode de conjugaison, un temps, une personne. Maintenant, à quoi ça va correspondre finalement le mode? Ça dépend de ce qu'on essaie de faire en formulant notre phrase. Est-ce qu'on veut donner un ordre, ou bien indiquer qu'il est en train de se produire quelque chose? Peut-être qu'on veut plutôt émettre un souhait, ou peut-être encore soulever une simple hypothèse. C'est ça qui va déterminer quel mode de conjugaison on va utiliser pour conjuguer notre verbe. Avant de continuer, je voudrais vous encourager, si vous avez accès à un bon guide de conjugaison, le Larousse, le Becherel par exemple, ou peut-être si vous avez un tableau de conjugaison, allez donc le chercher, là, tout de suite, là. Cliquez sur le bouton pause, puis allez le chercher. Bon, si vous avez un guide de conjugaison sous les yeux, ou des tableaux, choisissez-vous un verbe, que ce soit finir ou recevoir. Le verbe faire, par exemple, ferait très bien l'affaire. Évitez les verbes avoir ou être, parce que pour ce qu'on va faire, c'est vraiment pas l'idéal. Dans les guides de conjugaison qui sont bien faits, on trouve d'habitude l'ensemble des conjugaisons du mode indicatif à gauche, puis les modes moins fréquemment utilisés à droite de la page. Et surtout, les temps simples et les temps composés qui correspondent l'un à l'autre sont placés côte à côte. Par exemple, en haut à gauche, d'habitude, on met l'indicatif présent, puis tout de suite collé dessus, à sa droite, le passé composé, parce qu'ils correspondent l'un à l'autre. En passant, je vous signale que la logique des temps simples et des temps composés qui correspondent, dans la première capsule sur les participes passés, on en parle dedans. Si votre guide de conjugaison est fait de cette manière-là, gardez-le, consultez-le, il va vous servir d'envie parce qu'il est bien fait, il présente les choses logiquement. Mais surtout, n'hésitez pas à interrompre la capsule pour regarder votre guide de conjugaison, vous irez reconnaître les formes de verbes, les conjugaisons dont on va parler. Maintenant, une petite mise en garde avant qu'on se lance dans les modes de conjugaison. Gardez à l'esprit qu'on va
essayer de comprendre le rôle principal des modes. Parce que si on voulait dresser la liste complète de toutes les possibilités, toutes les variantes stylistiques, ça pourrait prendre des heures. L'idée, comme d'habitude, c'est de comprendre dans l'ensemble comment ça marche. Le mode de conjugaison qui est certainement le plus connu, c'est l'indicatif. Probablement, tout simplement parce que l'indicatif correspond à quelque chose qu'on fait très fréquemment quand on parle ou quand on écrit. L'indicatif sert à indiquer ce qui se passe dans la réalité, ou ce qui s'est passé, ou ce qui va certainement, ou disons très probablement arriver. Par exemple, Tom regarde les oiseaux, ben c'est quelque chose qu'il est en train de faire présentement, donc on se sert du présent de l'indicatif. Dans La Lune tourne autour de la Terre, ben la Lune tourne, c'est pas seulement aujourd'hui par exemple, donc c'est un présent qui indique des choses qui sont toujours réelles, toujours vraies. Encore une fois, un temps de l'indicatif, parce qu'on indique la réalité qui est là, qui est claire et qui est certaine. Ce matin, Manon a repris des céréales. Ici, encore une fois, on indique la réalité. C'est un passé, puis comme il y a deux mots dedans, ben c'est un passé composé. Elle avait faim. J'indique ce qui était vrai, là, ce qui s'est réellement produit. Donc, elle avait faim, elle était comme ça. Et je terminerai ce travail demain. Ben, je présume, je suis pas mal sûr que c'est ce qui va arriver demain. Donc, j'indique encore une fois une réalité presque sûre. Donc, dans les cas qui sont là, c'est vraiment la réalité certaine. Okay? Ça s'est produit, donc il n'y a pas de doute, on peut le vérifier. Et puis, ici, disons que dans « je terminerai ce travail », comme c'est le futur, ben c'est une réalité très probable, mettons. Donc, l'indicatif nous permet d'indiquer des actions présentes, ou passées, ou même futures. C'est pour ça qu'on dit du mode indicatif que c'est vraiment le mode temporel par excellence, parce que c'est pas mal le seul mode, comme on verra, qui permet vraiment de situer les événements dans le temps. OK, maintenant, on va comparer un temps du mode indicatif, ici le futur, avec l'exemple que voici. Je finirais ce travail bien plus vite si je n'étais pas dérangé. Je finirais et fermé. Je finirais A-I-S-E comme dans frais ou rabais, est ouvert. C'est pas le même son. Soyez attentifs à cette différence-là. Si le français, c'est une deuxième ou une troisième langue pour vous, en particulier si vous êtes un de nos amis hispanophones, habituez-vous à écouter attentivement puis bien faire la différence. Regardez la bouche de quelqu'un qui fait « et » ou « est ». Si vous êtes francophone, faites-le devant un miroir tout seul dans la salle de bain là, quand personne ne vous voit. Le « et », la bouche est fermée. Et, comme si c'était E accent aigu, et. Puis le est, c'est ouvert, comme un est, circonflexe. Ça donne bien pour nous, ces sonorités-là, le est fermé, parce que, avec le futur, ben, c'est justement fermé, il n'y a pas d'autre option, hein, c'est celle-là. Je finirai le travail demain, c'est présenté comme étant une chose certaine. Et je finirai, est ouvert, ben justement, il y a d'autres options, là, c'est ouvert. Si je pouvais, je le finirais, mais c'est donc pas sûr. Finirait, ici, on est donc en mode conditionnel. Et puis, le mode conditionnel, c'est le mode de l'incertitude. Oui, le mode conditionnel, c'est le mode de l'incertitude. Avec le conditionnel, ici, on est beaucoup moins affirmatif qu'avec le mode indicatif.
D'ailleurs, on s'en sert justement pour faire des phrases conditionnelles, comme celle qu'on a ici, la deuxième. On va les regarder d'un peu plus près maintenant, les phrases conditionnelles. Si jamais je gagnais à la loterie, je ferais le tour du monde. Ici, il y a deux idées là-dedans. Gagner à la loterie, puis faire le tour du monde. Maintenant, lequel est conditionnel à l'autre là-dedans? C'est pas le fait de gagner qui dépend du tour du monde. C'est faire le tour du monde qui est conditionnel au fait de gagner à la loterie. Donc, c'est faire le tour du monde qui est conditionnel. C'est pour ça que c'est celui-là qui se termine par « rait ». C'est lui qui est conditionnel. Puis dans la phrase conditionnelle comme ça, ben, l'autre verbe, lui, on le formule à l'imparfait. Maintenant, on va reprendre ça, cette idée-là, en utilisant des conjugaisons de l'indicatif, c'est-à-dire en se servant du mode de la réalité solide. Si jamais je gagne à la loterie, je ferai le tour du monde. Sentez-vous la différence entre les deux? Celui-ci, au conditionnel, si jamais je gagnais à la loterie, je ferais le tour du monde. Tandis qu'ici, si jamais je gagne à la loterie, je ferai le tour du monde. C'est plus affirmatif ici, avec ferai, parce que ferai, c'est l'indicatif. Le mode conditionnel a vraiment un petit côté incertain, moins affirmatif. Si je peux me permettre, je trouve que le conditionnel a un petit côté un peu têteux, au fond. D'ailleurs, les journalistes utilisent le conditionnel pour rapporter des faits dont ils ne sont pas absolument certains, des faits qui ne sont pas parfaitement confirmés, justement parce qu'il y a de l'incertitude dans le conditionnel. On va voir des exemples. La SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, songerait à rendre la ceinture de sécurité obligatoire sur les motocyclettes. Songerait nous dit que c'est pas affirmé comme une certitude, que c'est une chose dont le journaliste a entendu parler. La consommation de choux aiderait à lutter contre le cancer. Aiderait, encore une fois, probablement qu'il n'y a pas suffisamment d'études étoffées là-dessus. C'est présenté comme une chose qui se peut bien, mais qui n'est pas absolument certaine. Pour les mêmes raisons, on va utiliser le conditionnel quand on veut demander des choses doucement, poliment. Fermerais-tu la fenêtre? Ou ce serait gentil de fermer la fenêtre? Ce sont des formules plus douces, beaucoup moins affirmatives, moins agressives que « ferme la fenêtre ». En parlant du mode conditionnel, j'ai employé une expression un peu familière. Je disais que ça faisait un peu têteux. Mais s'il y a un mode qui ne l'est pas, c'est bien l'impératif. Au contraire, le mode impératif, c'est un mode qui est assez carré. L'impératif, là, on y va pas par quatre chemins. C'est le mode impérial. C'est le mode des commandements, des consignes. Fermez cette fenêtre. Il n'y a pas de doute là sur les intentions de la personne qui parle. Écoute-moi, même demander sans agressivité, c'est quand même dit directement. La demande est faite directement. Porter à ébullition, puis laisser mijoter à feu doux. Porter, laisser, c'est des consignes. Ne reviens que quand tu auras terminé. Allons-y. Finis tes légumes. Il y a une nuance ici que je voudrais souligner. On a dit que le mode, ça manifeste l'attitude, le point de vue de la personne qui parle ou qui écrit. Puis à l'impératif, on voit bien là, qu'il y a une attitude là, autoritaire, impériale. Mais on ne parle pas nécessairement de l'attitude de la personne qui reçoit le message. Vous comprenez bien que, par exemple, ici, il n'y a aucune garantie que Pierrot va vraiment finir ses légumes. Mais l'usage de l'impératif nous renseigne à propos de la personne qui a parlé. Pour terminer avec l'impératif, on a une dernière petite observation que je voudrais vous souligner. On peut remarquer que le mode impératif, si on regarde les personnes de la conjugaison, on a
la deuxième personne du pluriel, fermé, EZ. Écoute-moi, ça c'est toi, deuxième personne du singulier. Porter et puis laisser EZ, deuxième personne du pluriel. Ne revient que quand tu auras terminé, c'est toi, deuxième personne du singulier. Allons-y. Là, je suis là-dedans, moi, là. Première personne du pluriel, je fais partie du groupe. Et puis, finis tes légumes, toi, deuxième personne du singulier. Donc, on a seulement 3 personnes de conjugaison possibles là-dedans. La deuxième du singulier, la deuxième du pluriel, puis la première du pluriel, nous. Ça, c'est une simple conséquence logique de ce que c'est les personnes de la conjugaison. Si je parle tout seul, ben là, il y a une seule personne, la première, moi, je. Ou si je m'identifie à un groupe, comme dans Allons-y, ben, c'est le pluriel, nous. Si je parle à un interlocuteur, ben là, on y est 2 maintenant. Il y a toi, ma deuxième personne, celle à qui je parle. Ou si je m'adresse à plusieurs personnes, ben c'est vous, la deuxième personne. Finalement, il y a celui dont toi et moi nous parlons. Lui, il est là-bas, la troisième personne. Donc, il y a le toi, moi, et puis le troisième là-bas, lui. Mais si je veux donner un commandement, une consigne, il faut bien que je m'adresse directement à mon interlocuteur, à toi, à vous, ou à la limite à nous. Là. Le feu est pris, partons. Mais je ne peux pas donner un ordre à quelqu'un à qui je ne suis même pas en train de parler. Lui, là-bas, ma troisième personne, là, ben, je dois me retourner vers lui pour lui donner un ordre. « Hey, viens ici, toi! » À ce moment-là, lui, ça devient ma deuxième personne, il devient toi, il devient mon interlocuteur. Ouais, il y a une dame qui était là il y a un instant. Elle nous a dit quelques mots comme ça en passant, là. Elle est rendue là-bas maintenant. Wow, chouette madame. Ouais, elle m'a vraiment impressionné. Elle se sentait bon en plus. C'est sûr que je pourrais prendre mon impératif, me planter devant elle, puis lui dire remarquez-moi, souvenez-vous de moi. Mais je crois pas que ça soit la meilleure attitude à adopter. À vous, par exemple, je peux vous confier que je souhaite qu'elle m'ait remarqué et qu'elle se souvienne de moi. Là, en utilisant ce mode-là, je donne d'ordre à personne, et puis j'affirme pas non plus qu'elle m'a remarqué et qu'elle se souvient de moi. Je dis simplement, j'évoque simplement la possibilité qu'elle m'ait remarqué et la possibilité qu'elle se souvienne de moi. Et je donne aussi mon appréciation de ces possibilités-là. C'est vraiment ce que je souhaite. Je viens donc de me servir du mode subjonctif. Le mode subjonctif, mais habituellement, ça correspond à une subordonnée. Subjonctif, subordonné. Si le mot subordonné, ça vous donne des sueurs froides, prenez une grande respiration, puis c'est tout. Vous irez consulter pour voir ce que c'est une subordonnée, là, dans une capsule ou bien non, dans une grammaire. C'est pas indispensable pour l'instant. Disons simplement que quand vous vous servez du mode subjonctif, et puis les gens se servent du mode subjonctif fréquemment sans s'en rendre compte, ben, votre verbe au mode subjonctif, il évoque simplement une possibilité, comme j'ai fait là. J'ai évoqué la possibilité qu'elle m'ait remarqué. C'est juste une idée comme ça lancée, là. Et puis, habituellement, il y aura, comme ici, un verbe avant qui va nous dire comment on se sent face à cette possibilité-là. On envisageait d'aller faire un tour en bicyclette, et puis quelqu'un m'a demandé « Ouais, mais t'as pas peur qu'il pleuve? » On a un peu là, la même
situation, parce que il pleuve, ben là, ça c'est une simple possibilité. Hein? On ne dit pas il pleuvra ou il pleut. Puis, avoir peur que, ben, ça exprime comment je me sens ou comment la personne qui a dit ça se sent face au fait qu'il pleuve. Tu n'as qu'un permis temporaire. Il faut que tu conduises prudemment. Là, ici, je dis pas que dans la réalité, tu conduis prudemment, mais que tu conduises, ça c'est, j'évoque la possibilité que tu conduises prudemment. Et puis, je dis que je trouve ça nécessaire. Il faut que tu conduises prudemment. C'est ma perception des choses, c'est mon point de vue de trouver ça nécessaire. Peut-être que pour toi, c'est pas grave du tout conduire prudemment. Mais comme c'est ma voiture, ben moi, je trouve ça important. Je voudrais attirer votre attention, que vous observiez une petite chose. Dans chacune des phrases qu'on a, et c'est pratiquement toujours le cas quand on a un subjonctif, c'est qu'on a une subordonnée, il y a un verbe qui est placé devant, que j'ai souligné en pointillé rouge, puis qui nous indique que ce qui s'en vient, c'est pas vraiment une réalité ferme, c'est juste une supposition, hein, une possibilité qui est lancée. Et puis, comme il y a deux verbes, comme ça, il y a deux phrases, il y a deux propositions, ben ça prend un connecteur entre les deux que voici. Et c'est pour ça qu'on a, dans les guides de conjugaison, le subjonctif toujours précédé de que tu fasses, qu'il revienne. C'est toujours présenté avec un QU ou un QUE, parce que le subjonctif, lui, s'utilise pas tout seul. Il s'utilise en jonction avec un autre bout de phrase qui nous dit que c'est rien qu'une possibilité, que c'est rien qu'un subjonctif qui s'en vient. Maintenant, le mode subjonctif qui n'évoque une possibilité, j'ai un cas délicat à vous soumettre, mais comme il se produit quand même assez régulièrement, même si c'est un cas limite, puis que j'avais dit au début qu'on se concentrait sur les généralités, les tendances générales, je veux vous le soumettre quand même. Je suis tellement heureux que tu sois présent pour mon anniversaire. Donc, que tu sois présent, ça laisse supposer que c'est rien qu'une possibilité qui est évoquée. Et c'est justement ça. J'ai ici là ma perception, je suis heureux que, ok? J'ai le verbe qui introduit qu'est-ce qui s'en vient, ça se pourrait que ce soit rien qu'une possibilité. Et puis là-dedans, pourquoi est-ce qu'on emploie le subjonctif? C'est que tu sois présent. Ce qui me rend heureux, c'est pas que physiquement, réellement, tu es là, puis c'est le fun. C'est que tu as eu la possibilité de te présenter. Parce que probablement que je croyais que tu pourrais pas y être. Mais c'est merveilleux que la possibilité soit là. C'est la possibilité qui me rend heureux. Pour clarifier ça, je vais vous donner une autre formulation un peu, pour qu'il y ait un contraste. Je suis heureux car tu es présent pour mon anniversaire. Tu es présent. J'ai utilisé un verbe de l'indicatif. Donc, c'est une réalité ferme, certaine, et puis ça me rend heureux. C'est le fait que, tel que prévu ou tel que prévisible, oui, tu es là, puis je suis bien content. Le dernier mode qu'on va regarder, c'est le mode participe. Comme la question du participe passé est déjà traitée dans des capsules, on va se limiter au participe présent. À vrai dire même, je vais me limiter à l'usage vraiment le plus répandu du participe présent en termes de verbe, c'est celui qu'on appelle le gérondif. Si jamais vous voyez ça, ben, vous pourrez faire vos savants, vous l'avez déjà entendu. Ça veut dire que deux actions sont simultanées. Le sujet du verbe est le sujet de deux verbes, en fait. Il n'y a rien de tel que des exemples. Chérie, tu parles en dormant. Là, j'espère que j'ai rien dit de trop incriminant, mais on voit ici que c'est tu parles, ça, tu es le sujet de parle, et puis en réalité, tu es le sujet de dors aussi. Mais qu'importe le sujet, toujours le participe présent, un, il finit en un, A-N-T-1. Peu importe la personne qui est le sujet réel du verbe.
saisissez la viande en ne la retournant qu'une seule fois. Ici, c'est vous qui saisissez la viande, mais là, le vous est escamoté puisque c'est l'impératif. Et donc, en retournant, ici s'utilise avec un impératif. Dans le premier cas, on l'utilisait avec un indicatif. À vrai dire, le participe présent, le gérondif, ça s'utilise simultanément à n'importe quel autre mode où le verbe va être conjugué. Je crains que tu conduises ma voiture en parlant au téléphone. Donc, en parlant, encore une fois, c'est tu qui conduises, et puis c'est tu qui parle aussi. Cette fois-ci, j'utilisais le gérondif, le participe présent, simultanément à un subjonctif. Selon un témoin, le pilote aurait survolé le lac en planant. Donc ici, en planant, eh bien, l'action se fait alors qu'il survolait. Donc le pilote est sujet de aurait survolé, et c'est le sujet aussi de en planant. Ce qui est intéressant quand même avec le participe présent, c'est qu'on se cache jamais la tête à l'accorder et on n'a rien à faire.